Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, merci de nous rester fidèles et de suivre cette rétrospective de la semaine en images, tous les dimanches sur Canal Congo Télévision, 20h, rediffusion 23h45. Semaine en images, a le réel plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Maître Hervé Diakessé. Il est porte-parole du mouvement citoyen Les Congolais Debout, mouvement initié par Syndicat Dogolo. Bonsoir Maître. Bonsoir madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout plaisir est pour moi et pour mes collègues. Je vous ai bien présenté, j'espère. Si, c'est exactement ça. Je suis porte-parole du mouvement citoyen Les Congolais Debout, initié par Syndicat Dogolo, effectivement. Ok, alors, où vous en êtes avec vos 12 opérations, Trompette et Jéricho, et ne touche pas à mon peuple, à mon prêtre, oui, voilà. Alors, les opérations de terrain. Ouais. Oui, Trompette de Jéricho est une opération en permanence. Hein. Elle a été initiée en son temps par les Congolais Debout, mais elle a été sérieusement amplifiée par le message du comité laïque de coordination, de pouvoir demander à toutes les paroisses, autant que possible, de sonner les tocsins, de sonner les cloches partout. Et nous, les Congolais Debout, nous travaillons encore vraiment en étroite collaboration, nos militants, les CLC et les paroisses, et, pour continuer à maintenir la pression. On sonne les tocsins et on a l'ambition de pouvoir faire sonner les tocsins sur toute l'étendue de la République. Mais on ne sent pas cette opération Trompette de Jéricho, ça consiste à siffler devant les églises, c'est ça? Ça consiste à permettre à chacun là où il est. Hein. Normalement, les tocsins, c'est juste pour donner le coup d'envoi, d'amener chacun là où il est à pouvoir manifester par sa clameur, par les sifflets ou par tout autre instrument sonore, les degrés de notre mécontentement et aussi maintenir éveillés les esprits. Parce que le tocsin, le sifflet ou tout ce qui fait du bruit, c'est d'abord pour maintenir un état d'alarme, un état d'éveil. Face aux forces de l'oppression, face aux forces de la dictature qui s'installe, pour leur dire que le peuple est éveillé et qu'il est en train de surveiller pas à pas toutes les manœuvres qui visent à les ramener dans la dictature et qui ne le permettra pas. Mais surtout, à tout moment, nous maintenons la tension pour dire que nous sommes en lutte, nous sommes en combat et nous restons déterminés pour obtenir l'alternance. Et alors, s'il faut faire une évaluation depuis que vous avez lancé cette opération, ces 2 opérations? Oui. Mais écoutez, au début d'ailleurs, ça prenait difficilement parce qu'il y avait un sentiment de peur, de lassitude et même de se demander quelle est l'opportunité. Nous avons même eu des critiques de la part d'autres mouvements citoyens qui estimaient que ce n'est pas les cloches, les tocsins, etc. qui chasseraient Kabila du pouvoir ou mettraient fin à la dictature. N'ont-ils pas raison? Non, c'est une affaire de stratégie. La force de la dictature, c'est de maintenir les gens dans une logique d'abdication, de rénonciation, d'une logique d'à quoi bon. Mais vous n'aurez pas le courage de descendre un jour dans la rue, revendiquer vos droits, si vous n'en avez déjà pas pour siffler ou faire du bruit et manifester votre mécontentement dans votre quartier. Mais par contre, l'impact est important parce que le kabiliste moyen qui se croit un roitelet dans son quartier, mais il a toujours le temps d'entendre le cri de la colère et du mécontentement d'une grande partie de son voisinage. L'impact psychologique est indéniable et nous en avons les échos, ils sont très favorables. Alors ne touchez pas à mon prêtre, c'est le soutien que vous apportez aux prêtres catholiques. Oui, ne touche pas à mon prêtre, nous l'avons lancé en réaction, une réaction d'indignation et de colère, après avoir constaté une attitude de banalisation du sacrilège. Les prêtres, les couvents, les cures ont fait l'objet de plusieurs attaques, certaines attaques même préméditées, avec des lettres où on annonçait qu'on allait procéder à ces attaques. Les prêtres ont été violentés dans leur tenue sacerdotale. Des prêtres font l'objet d'insultes, d'injures d'une manière tout à fait cavalière. Il était temps que nous puissions dire halte au sacrilège, halte aux attitudes de profanation. Nous respectons les sacrés et nous respectons l'onction que Dieu a placée sur ces gens-là. Et nous savons que même les écritures bibliques déclarent « Ne touchez pas à mes oints, ne faites pas du mal à mes prophètes ». Et donc nous nous sommes levés, nous avons lancé une campagne à travers le monde. Même quand ils agissent mal, il ne faudrait pas toucher à eux. Non, c'est ça où il faut faire la part des choses. Tout être individu, tout être humain, quelles que soient ses fonctions, etc., peut se trouver dans une situation faillible. Lorsqu'il agit mal, nous avons un code pénal, nous avons des procédures. Aucune loi dans notre pays n'interdit une poursuite contre qui que ce soit. Mais alors c'est dans tous les camps.
Donc ce n'est pas dans un certain camp, dès que les gens se mettent en opposition, où ils revendiquent l'application des accords qui s'opposent à tous, alors là ils agissent mal. Ce qui s'est passé, c'était une attitude de défi, de mépris, et même d'agression et d'agressivité, un climat malsain qui facilitait les agressions contre les prêtres. Et nous avons dit ça doit cesser. Ça ne devrait même pas avoir lieu. Parce que le danger, c'est que, vous comprenez, madame, les prêtres sont comme, Jésus dit, les bois verts. Si on fait ça au bois vert, si on brûle les bois verts, qu'est-ce qu'on ne fera pas au bois sec? Donc ce sont des gens qui nous amènent dans les sacrés. Donc si on a une attitude de commencer à s'attaquer au sacré, à s'attaquer à ceux qui communient... Les Congolais debout s'attaquent à vous. Non, les Congolais debout disent halte à ça. Continuons le combat, battons-nous à la loyale, mais arrêtez de vous attaquer à ce qui fait quand même l'essence de notre civilisation. Merci Maître Hervé Diakessé, porte-parole du mouvement citoyen Les Congolais debout. On parle actualité, la rétrospective de la semaine. Oui. La semaine qui vient de s'achever a débuté lundi avec la polémique autour du bilan de la marche du dimanche 25 février 2018. Regardons tout d'abord ces images et nous allons revenir sur ce plateau. Plusieurs versions des faits sont avancées au sujet de l'assassinat de Rossi Mukendi du collectif 2016, le dimanche 25 février 2018, lors de la marche pacifique à l'appel du comité laïque de coordination. Pour la police, sous la commande du général Silvano Kassongo, les manifestants de la paroisse Saint-Benoît étaient de fauteurs de troubles. Nous sommes à l'église Saint-Benoît de Lemba, où un groupe de Kuluna tombe sur un agent de l'ordre. Le même sort est subi par la commandante de la brigade d'intervention rapide de Moamba, Lokeso Karim. Toujours selon la police, qui avait d'après son porte-parole, le colonel Mwanamputu, nié la mort des manifestants, le policier forfaitaire aux arrêts a usé de balles en caoutchouc à une distance de 20 mètres, causant donc la mort de Rossi Mukendi. L'arrestation du brigadier en chef Tokis Kumbo de l'escadron mobile d'intervention Mont-Amba pour avoir tiré des balles en caoutchouc à moins de 20 mètres sur M. Mukendi Kadima Rossi. Police affirme aussi que les manifestants de la paroisse Saint-Benoît ont violenté la commissaire supérieure adjointe Karine Lokeso sans le démontrer. La version des faits avancée par la police demeure contradictoire et émaillée de contre-vérités selon les détails qui suivent. Acte 1. Ici, sur ces images, il ne s'agit pas de la paroisse Saint-Benoît à Lemba, mais plutôt des alentours de la paroisse Saint-Michel à Bandalungwa. Acte 2. La présente scène démontre l'usage de balles réelles sur des manifestants pacifiques cantonnés pourtant dans l'enceinte de la paroisse Saint-Benoît à Lemba. Rossi Mukendi a succombé de ses blessures, un mort de plus qui rappelle douloureusement l'assassinat dans des circonstances similaires de l'aspirante religieuse Thérèse Deschat Kapangala dans la paroisse Saint-François des Salles de Kitambo. Ce sont là les deux tableaux de faits présentés, à chacun de tirer ses conclusions, où se trouve la part de vérité, qui naturellement demeure têtue. Oui, Maître Hervé Diakessé, qu'est-ce que vous pensez de cette polémique? Écoutez, la polémique est d'abord malsaine. Parce que qu'il y ait un seul mort, alors même que nos forces de l'ordre, nos forces de sécurité s'étaient engagées pour 0 mort, est quelque chose de totalement inadmissible.
mais qu'il y ait eu même un processus de déni, un processus de mensonges systématiques pour reconnaître qu'encore une fois, nos forces de l'ordre ont fait un usage disproportionné et totalement inapproprié de la force au point d'utiliser des moyens, des armes létales pour ôter la vie. Ça, c'est des choses que nous ne pouvons que condamner avec fermeté. Mais surtout, nous tenons à les dire. Nous l'avons dit ici à travers d'autres médias. Ne croyons pas que ces actes vont rester impunis. Les forces de l'ordre savent que lorsqu'ils mettent en mouvement la répression dans le cadre d'une opération de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, il y a un protocole qu'on doit respecter. Ce protocole est systématique. Premièrement, on évite l'utilisation des armes à caractère létal. Donc, toute arme qui peut causer la mort. On utilise des moyens de préservation de la vie. Et surtout, lorsqu'on est vraiment dans un constat de mouvement qui peut devenir insurrectionnel et qu'on doit maintenant recourir à des armes à feu, il y a des sommations d'usage. On informe les citoyens que nous sommes dans une logique d'usage des armes à feu, obéissance à la loi, on va faire usage des armes à feu, que les bons citoyens se retirent. Et même dans cette logique, on tire d'abord en l'air, comme la dernière sommation, avant de tirer dans le tas. On n'est pas arrivé dans ce genre de circonstances. Nous sommes face à des civils désarmés, dans des lieux, des cultes, et qui sont abattus sur les parvis des églises. Et maintenant même, reconnus comme étant les victimes des forces de la police. Ça, c'est dangereux. Alors, cette répression s'est justifiée par le fait qu'il y a eu plus de 150 points de départ, qu'il n'y avait pas d'itinéraire. La police fonctionne. A eu du mal à encadrer. Et donc, quand elle a du mal à encadrer, elle tue. Ça n'a pas de sens. C'est une explication qui ne passerait devant aucun tribunal et aucun policier sérieux en train d'acter sur un procès verbal. Ce genre d'explication pourra considérer que nous sommes dans une situation qui exonère la responsabilité pénale de la personne qui a ouvert les feux. Et plus, c'est là, il y a aujourd'hui un certain discours qu'il faudrait suivre de très près, qui parle du caractère individuel de la responsabilité pénale. Ouais. Ah non, il faut faire attention. Lorsqu'on met en mouvement les forces de l'ordre, les forces publiques, et que les forces publiques, de manière systématique, s'illustrent par des attaques contre des groupes ciblés, peu importe les prétextes, qu'on ne pouvait pas connaître leur point de départ, etc. Ouais. Le fait qu'on ait utilisé des armes létales qui, de manière régulière, causent la mort à des civils désarmés, constitue des attaques systématiques et généralisées contre des groupes. Et c'est ça la définition du crime contre l'humanité. En ce moment-là, on ne parle plus de la responsabilité individuelle du troufion ou du pauvre policier des bases. Non, on s'engage la responsabilité pénale au plus haut niveau de la chaîne de commandement, tant de la police que des autorités civiles qui avaient pour mission de mettre en mouvement la police, au plus haut niveau des responsabilités de l'État. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces policiers qui ont été arrêtés, ceux qui ont tiré sur les manifestants, le cas de Rossi Mutamba et Ressi Mukendi et celui de Mbandaka? D'ailleurs, je voudrais réagir sur cette question parce déjà que... la fin de l'impunité, on peut dire. Disons qu'il y a d'un côté des versions qu'on veut nous faire gober, et de l'autre, une manière que la police a de manière cavalière de devenir une police de la pensée. Je suis avocat et pénaliste de surcroît. Je respecte la présomption d'innocence. Ouais. Donc moi aussi, je n'ai pas été très d'accord de voir une campagne présentant déjà une dame comme étant l'auteur. Parce que seule une enquête indépendante va déterminer la responsabilité pénale de la personne qui a effectivement ouvert les feux contre Rossi. Et ce crime ne peut pas rester impuni. Ça, c'est d'un volet. Je suis aussi en désaccord avec la version du porte-parole de la police nationale qui nous dit, voilà, on a trouvé déjà les coupables, vous n'avez plus le droit de contester notre version. Non. La police fait son travail, on veut bien, mais la police n'est pas un tribunal. Donc vous êtes contre les menaces du porte-parole de la police? Oui, parce que notamment de la presse. Police n'a pas pour vocation de nous dire dans un pays
ce que nous devons penser ou ne pas penser. La liberté d'opinion et de pensée est la nôtre. Mais je suis d'accord que nous respections la présomption d'innocence. Mais la police ne peut pas nous dire nous avons trouvé un coupable, c'est lui le coupable. La police n'est pas un tribunal. C'est pour éviter d'embraser. Nous ne sommes pas dans un état policier, madame. Nous sommes dans un état de droit. Dans un état policier, la police vous dit ce que vous pensez, ce que vous devez manger, comment vous devez vous habiller. Quand nous sommes dans un état de droit, la police fait son travail, mais elle n'a pas vocation à nous dire ce que nous devons penser ou ce que nous ne devons pas penser. Ce n'est pas le rôle de la police. Elle fait son travail, elle nous dit voilà, nos investigations nous ont permis d'estimer que c'est telle personne. Mais ce n'est pas tout. D'ailleurs, la police n'est qu'au stade judiciaire. L'action publique n'est pas mise en mouvement par la police. La police est habilitée à agir sous le contrôle et la surveillance de l'officier du ministère public. Et même lui-même, le ministère public peut avoir une opinion. Mais c'est quand ces opinions seront confrontées de manière contradictoire devant un tribunal que nous connaîtrions le vrai coupable. Donc ce n'est pas à la police déjà de nous dire nous avons trouvé le coupable. Nous avons le droit de dire, pour nous, il y a d'autres témoignages, d'autres personnes qui pensent que la personne que vous avez pointée peut soit ne pas être le coupable ou peut soit ne pas être l'unique coupable. Et qu'au demeurant, la version de fait que vous avez donnée peut être contestée, mais devant un tribunal, après une enquête indépendante. Le problème, c'est que la police n'est pas crédible, parce que les mêmes porte-paroles nous donnent souvent plusieurs versions du bilan, et c'est toujours des versions en contradiction flagrante avec la vérité. Ce n'est qu'après les médias, notamment votre chaîne, ou des chaînes aussi prestigieuses comme le vrai journal de Peter Tiani, que je salue en passant, vu les menaces dont il fait l'objet, qui nous permettent de connaître après les vrais bilans. Alors, le porte-parole de la majorité, Alain Toundou, accuse le CLC d'être instrumentalisé, ou accuse, allais-je dire, l'Église d'être instrumentalisée par l'opposition pour prendre le pouvoir de façon non démocratique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes d'accord ou pas? Non, mais écoutez, je ne pense pas que dans ces pays, pour revendiquer aujourd'hui le respect de la Constitution, le respect de l'accord, pour constater la crise dans laquelle la majorité kabyliste a plongé ces pays, une crise délibérée, et surtout la misère flagrante que connaît notre peuple, on n'a pas besoin d'être instrumentalisé. Okay? Et l'Église est dans son rôle. Sauf si aujourd'hui, M. Atoundou fait l'aveu qu'au moment où ils ont sollicité la Synco pour parrainer les accords de la Saint-Sylvestre, c'était un processus d'instrumentalisation. Alors, ça ne peut pas m'étonner, parce qu'on a souvent l'habitude de trouver chez autrui les défauts dont on a souvent la maîtrise mieux que quiconque. Mais l'Église, aujourd'hui, si elle est instrumentalisée par sa vision. La vision d'amener aujourd'hui le peuple, l'homme, le développement intégral de l'homme et de tout l'homme. C'est ça sa mission. Et ce développement, malheureusement, ne peut plus passer par un État qui se caractérise par la roublardise, le non-respect des engagements, le non-respect des serments constitutionnels et même le non-respect du sacré. Alors, les mouvements citoyens, l'opposition incapable de mobiliser, se cache maintenant derrière l'Église, le CLC. Non, il faut dire une chose, et il faut le reconnaître, que la répression systématique de toute opposition politique avait à un moment donné stoppé net l'élan des revendications de la population. Des deux, les débauchages généralisés de ceux qui encore hier parlaient dans les rangs de l'opposition a jeté un grand discrédit dans la plupart de l'action politique. Mais il y a des politiciens qui sont restés debout, des politiciens qui ont continué à revendiquer l'alternance et à revendiquer les respects des accords et surtout à aller vite au processus électoral. Alors vous êtes d'accord que vous vous cachez derrière le CLC, l'Église catholique? Non, nous appuyons le CLC parce que le CLC a eu un avantage indéniable, c'est qui nous a amenés tous vers un discours non partisan. Parce que très vite, les kabylistes sont parvenus à instiller dans l'opinion le fait que toute revendication de l'alternance, c'est appuyer soit la candidature de X comme Premier ministre ou la candidature de Y comme président de la République. Ce qui fait que certains qui ne se retrouvent pas dans ces schémas ne se sentaient pas obligés de se mobiliser. Mais le CLC nous a ramenés vers une question simple. Nous sommes des Congolais, nous répondons à l'appel des évêques qui nous ont dit « les Congolais, levez-vous ».
Nous, les Congolais debout, nous avons aussi répondu à cet appel-là. Et là, ce qu'il y a, c'est la revendication citoyenne. Peu importe votre opinion politique, peu importe votre appartenance religieuse, êtes-vous d'accord que Joseph Kabila est totalement hors mandat, que nous avons besoin des élections qui soient crédibles et fiables, que nous avons besoin de passer par un processus de décrispation qui permette à tout le monde de mener tranquillement sa campagne électorale et que le peuple choisisse librement ses dirigeants. C'est ça, on ne se cache pas, on s'affiche derrière l'Église parce que nous sommes d'accord avec ces messages que le CLC a lancés et que nous avons répondu, ne l'oublions pas. Vous êtes incapable de mobiliser. Non, écoutez, il peut arriver que les gens aient des difficultés à mobiliser parce que vous avez quelle mobilisation face à des moyens meurtriers qui vous fauchent quand on tue les gens et qu'il y a des fosses communes à Maluku. Vous avez quelle mobilisation lorsque vous savez que d'ores et déjà... Mais les CLC continuent malgré Exactement. les morts, Pourquoi? malgré qu'il y a répression. Exactement, parce que les CLC a cet avantage, et nous, le mouvement citoyen, nous avons cet avantage, c'est qu'il n'est pas partisan. Donc il n'est pas derrière un leader politique. Les CLC n'a pas vocation à se faire débaucher. Pourquoi vous croyez que les kabylistes crient? Parce qu'ils n'ont pas une pression de la corruption, du débauchage ou des postes à offrir aux CLC. Et c'est ça la force, c'est ce qui fait que le peuple ne peut que suivre ces gens. Et alors désormais, les membres du PPRD seront avec vous, dans des marches, ils vont assister à des messes, et c'est qu'a annoncé le tout nouveau secrétaire permanent, Emmanuel Chadar. Mais écoutez, on lui souhaite d'abord bonne chance. S'ils veulent venir vous avez des accompagnateurs, qu'ils viennent revendiquer l'alternance, qu'ils viennent bien dire que Joseph Kabila, le mandat est terminé, qu'ils viennent bien dire que nous voulons des élections crédibles et transparentes, qu'ils viennent répondre à l'appel des évêques, mais ils sont les bienvenus. Mais s'ils veulent venir jouer aux troubles fêtes, s'ils veulent venir encore jouer à ceux qui oseraient toucher aux prêtres, ben, ils auront eux-mêmes la récompense de ces gens. Ils ont compris votre combat, ils ont compris votre combat. Mais c'est une bonne chose. S'ils ont compris la campagne que, effectivement, Joseph Kabila est hors mandat, il doit partir, il doit décrisper la situation, mais qu'ils viennent le dire haut et fort. Ils seront les bienvenus. Voilà. Ils seront les bienvenus. La répression sanglante à répétition a provoqué une vague d'indignation. C'est le cas des ONG internationales qui ont adressé une lettre à Emmanuel Macron, le président français, lui demandant de suspendre la coopération militaire sécuritaire avec la République démocratique du Congo, suivant cette réaction. En réaction de la lettre ouverte des ONG internationales adressée au président français Emmanuel Macron, lui demandant de suspendre sa coopération avec les forces de sécurité de la République démocratique du Congo, responsables des exactions. André Tambo du PPRD parle de manœuvres de gens qui veulent créer une crise artificielle. Non, absolument, c'est une démarche insolite. Donc ça ne peut en rien entacher nos rapports avec la République française. Absolument pas, nous avons de très bonnes relations avec la France et nous considérons que la France, qui n'est pas un pays suiviste, ne va pas, je crois qu'elle va considérer ça comme une sorte de blague, parce que rien du tout, tout est artificiel et intentionnellement, ce sont des gens qui veulent s'enrichir derrière les crises africaines. Faux. Ici, il n'existe pas une politique institutionnalisée de répression contre le peuple congolais. Absolument faux. C'est ce que je vous dis. Les ONG ne peuvent pas vivre s'ils n'inventent pas des crises. C'est parce qu'ils veulent inventer des crises, ils amplifient les statistiques et c'est sur base de ça qu'ils obtiennent les financements. Pour sa part, l'honorable Ngendenza, cadre du mouvement de libération du Congo MLC, estime que ces ONG ont totalement raison. Je crois qu'il va de soi que les ONG du droit français ou de la France puissent réagir parce que la situation en RDC, elle est préoccupante, elle nous tient en état et donc je me dis, cette réaction-là, elle est fondée. Et moi, je crois que la France a clarifié également. La France a dit que les relations qu'elle a avec la RDC dans le domaine sécuritaire se concentrent plus ces derniers temps sur le plan administratif. Et donc moi je crois qu'on a clarifié la situation. La France a pris sa position et je crois que c'est celle-là. Oui, Maître Hervé Diakese, qu'est-ce que vous pensez de cette lettre des ONG internationales? Écoutez, c'est toujours un pas vers le bon parce que la situation que connaît notre pays, si ça n'indigne pas les hommes épris de paix et les hommes de bonne volonté, ce serait très grave. Nous ne sommes peut-être pas conscients, mais nous sommes au bord du précipice.
Et nous sommes un pays qui est à côté de certains pays voisins qui sont totalement à risque. Donc si aujourd'hui les Congos ont dans une logique de répression des guerres civiles et d'instabilité, il va affecter et très durablement les pays voisins. Donc il est tout à fait normal que tous ceux qui estiment que cette situation ne peut plus continuer juste parce qu'une seule personne et une clique d'individus veulent les maintenir au pouvoir, puissent attirer l'attention. Mais comme toujours, il faut le dire, un peuple se libère par lui-même. Okay? Il ne faut pas avoir une vision naïve et totalement angélique des relations internationales. Les relations internationales sont fondées sur les intérêts, sur les rapports de force. Okay? Donc, mais attirer l'attention de certaines autorités dans certains pays qui ont conscience de l'opinion publique, c'est très bien. On utilise l'opinion publique française pour faire un levier. Si le président Macron est effectivement derrière aujourd'hui l'appui à la répression du régime Kabila, ce serait une erreur que la France a payé déjà très cher, que ce soit en son temps en Tunisie, elle a payé très cher au Rwanda. Donc je ne pense pas que la France va répéter de manière totalement aveugle les mêmes erreurs. Mais moi je pense que le peuple congolais sera respecté d'abord par lui-même, par sa capacité à se mobiliser et à attirer l'attention du monde sur un régime qui est aux abois et qui n'a que la mort, le meurtre et la répression comme réponse. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas ça qui permet à un régime d'avancer. Okay? Et à un moment donné, il faut bien comprendre que, comme l'a dit Gilbert Kiakwama dans sa lettre, nos policiers ne sont pas des chasseurs et nous ne sommes pas des gibiers. Nous sommes des citoyens dans un pays et la police, c'est un corps honorable. Ce sont des hommes d'honneur. Ils sont formés, leur uniforme les distingue parce qu'ils sont formés pour protéger les peuples. Une police qui cesse de protéger son peuple et qui tire sur son peuple, c'est déshonore l'uniforme et déshonore le drapeau. Et a fortiori, si l'armée aussi prête main forte à un processus pareil, dans le monde entier, un officier, un élément de troupe, quoi qu'il en soit, formé, habillé et soutenu pour protéger son peuple et qui tire contre lui, perd toute honneur. Et nous savons que nous connaissons des policiers, des officiers, nous connaissons des militaires qui restent des hommes d'honneur et qui doivent donc comprendre qu'à un moment donné, il faut qu'ils restent dans leur mission républicaine. Apparemment, la France n'a pas tiré les leçons du passé. Lorsqu'on se souvient que la France a été accusée d'avoir soutenu le régime génocidaire d'Abarimana au Rwanda. Oui, ce serait dommage parce que Emmanuel Macron, au moins dans son discours, a donné l'impression d'être quelqu'un qui est dans la rupture et que voilà, l'État français a même initié des procédures contre des anciens génocidaires. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire que c'est ce qui fait que ceux qui croient aujourd'hui être à l'abri, faire l'objet d'une protection permanente, c'est trop. Parce que la même France a ouvert, et j'ai assisté à des procès contre des personnes poursuivies pour génocide. Donc, à un moment donné, quand les rapports de force changent, effectivement, vous ferez l'objet des poursuites. Ben, si la France, comme je vous l'ai dit, on ne doit pas avoir une vision naïve des relations internationales. Les États sont là pour leurs intérêts. C'est le changement des rapports de force qui permet à la France de se dire quel est mon intérêt à continuer à soutenir un régime aux abois, un régime qui tue, un régime qui n'a pas d'autre perspective, qui n'assure pas la décrispation. Alors, si ces armes provenaient de la Chine, c'est aussi par rapport à leurs intérêts économiques que la Chine fournirait des armes à la République démocratique. Vous savez que la même Chine soutenait Mugabe à 100% et puis elle a basculé tranquillement. C'est ce que je vous dis. La Chine restera, la France restera, d'autres États resteront. C'est au peuple congolais de modifier les rapports de force. Et alors ces gens nous respecteront. Ils nous respecteront pas parce que nous sommes un régime aux abois qui peut tout brader pour se maintenir, mais nous respecterons parce qu'ils comprennent que dans le long terme, bien, ces soutiens ne peuvent que leur être totalement contre-productifs. C'est pourquoi moi je salue toutes les initiatives qui visent à alerter, à attirer l'attention pour dire à ces gens, attention, si vous avez les portefeuilles à la place du cœur, on va vous expliquer que votre propre portefeuille risque d'être sérieusement affecté parce que les contrats que vous signez aujourd'hui seront un jour annulés parce que vous les auriez signés dans des circonstances suspectes. C'est ce qu'on appelle en droit international caveat
imptor. Attention à ceux qui signent aujourd'hui avec un régime qui n'a plus la légitimité d'accorder des forêts, d'accorder des mines, d'accorder de je ne sais quoi, si on se rend compte que cela a été fait contrairement aux intérêts de la population, mais c'est aller dans les poches des individus. Merci Maître Hervé Diakessé. Et c'est en principe en fin de mois de mars que sera renouvelé le mandat de la MONUSCO. Quelles sont vos attentes? Écoutez, je pense que nous voulons une MONUSCO un peu moins comptable des crimes et de... ce que je veux dire, aujourd'hui nous avons été un peu déçus par l'effacement de la MONUSCO. On s'attendait à une MONUSCO qui soit quand même une force qui s'interpose lorsque notre population, devant tout le monde, fait l'objet des tirs et fait l'objet de répression en violation des engagements internationaux de notre pays, alors que l'un des mandats de la MONUSCO, c'est de protéger quand même les populations civiles. Bon, aujourd'hui, nous sommes tous d'accord, et je ne suis pas de ceux qui crachent sur le rôle que la MONUSCO a joué dans ces pays. La MONUSCO est un levier important. Et si je vois même la manière dont la Kabylie s'agite pour que la MONUSCO parte, je me dis alors que la MONUSCO, effectivement... n'a pas réussi à éradiquer les groupes armés. Mais c'est une honte d'un État que de raconter de telles sornettes. Parce que la mission principale de l'État, un État, c'est à lui d'éradiquer. La MONUSCO est une mission en appui. C'est l'État qui a son armée. C'est l'État qui garantit sa souveraineté. Nous ne sommes pas là pour crier souveraineté. Sous-entendu, immunité, lorsque nous devons tuer notre population, lorsque nous ne devons pas rendre compte de la manière dont nous dissipons nos ressources, là vous criez souveraineté. Mais lorsqu'il s'agit de faire face à des agressions extérieures, vous dites les autres ne font pas bien ce travail-là. Mais c'est très simple. Vous éradiquez d'abord ces groupes armés et vous direz à la MONUSCO, j'ai fait les boulots que j'aurais dû faire, je n'ai plus besoin de vous. Vous ne devez pas aujourd'hui leur demander de partir alors qu'ils peuvent avoir un rôle de stabilisation. Mais ce qui est dangereux, ce qui est décevant, c'est que nous avons quand même senti, depuis le départ de Martine Kobler, que ce soit Mme Sidikou, Mme Zerougui Leila, c'est très difficile de la juger pour le moment. Elle est encore en ses débuts. Elle est encore à ses débuts, mais la mission, elle n'est pas à ses débuts, donc elle prend les choses, forcément, elle a eu un état des lieux. Nous voulons une MONUSCO qui, lors des moments de répression, soit un bouclier face au régime qui est en train de tuer les peuples congolais, pour la simple bonne raison que la MONUSCO a pour mandat de protéger les populations civiles face à ce qui est de plus en plus peut être caractérisé des crimes contre l'humanité, parce que c'est des attaques systématiques et généralisées. La tenue d'élections crédibles dans un climat apaisé devrait être la priorité, la principale priorité de la MONUSCO, a recommandé au Conseil de sécurité les groupes d'études pour le Congo. Partagez-vous cet avis? Oui, mais écoutez, il faut que ces élections, lorsqu'on parle des élections, vous voyez l'expression, c'est processus électoral. Ouais. L'élection, ce n'est pas seulement le jour où vous mettez les bulletins dans l'urne. C'est l'ensemble des étapes préalables et indispensables à l'organisation de cet acte de déposer les bulletins dans l'urne. Donc, qui dit élection dit premièrement capacité qu'ont les gens d'être candidats. Deuxièmement, capacité qu'ont les candidats de se déployer sur toute l'étendue du territoire national. Troisièmement, capacité qu'a la population de pouvoir choisir librement les candidats de son choix, de les soutenir, de participer à sa campagne électorale et de l'aider à déployer l'ensemble de sa profession de foi pour s'allier à eux. Or, jusqu'aujourd'hui, ces régimes démontrent que s'ils n'acceptent même pas que des simples citoyens sortir des églises avec leurs rameaux, leurs chapelets et leurs bibles pour manifester et réclamer l'effectivité du processus de décrispation et de l'organisation des élections, c'est un signal clair que ce régime ne veut pas des élections au sens où le monde entier l'entend. Mais il y a un calendrier, monsieur. Le calendrier ne fait pas l'élection, chère madame. Vous pouvez avoir un fiancé qui vous dit je vous épouse dans 2 ans. Ce n'est pas une garantie que vous êtes marié. Ce n'est pas une garantie, c'est une simple promesse. Mais le calendrier, le pouvoir se prépare quant à ce. Justement. Vous ne trouvez pas que vous, je ne sais pas, mouvement citoyen, opposition, vous êtes en train de plonger dans la distraction? Du tout. Pourquoi? La distraction et la diversion
vient justement et de la CENI et du régime kabyliste. La preuve, c'est que tous les politiques sont en train d'aller constater la fiabilité ou non de la machine à voter. Mais vous savez tous que la Kabylie ne renoncera pas à cette machine à voter. Et que Corneille Nangaa n'y renoncera pas parce qu'il s'est La dernière décision revient à la CENI. Oui, comme d'habitude, c'est la même CENI qui était partie demander à la Cour constitutionnelle quand même de pouvoir bénéficier d'une prorogation de son action du fait que son calendrier constitutionnel n'était plus respecté. En ce moment-là, qu'est-ce que la CENI avait dit? Qu'elle avait fait l'objet d'un blocage systématique des libérations de fonds pour l'organisation du processus. Donc les derniers mots, contrairement à ce qu'on prétend, la CENI est indépendante dans l'organisation du processus. Mais pas pour raconter des histoires. Nous allons en arriver. Oui. Parlons d'abord du ballet diplomatique. Oui. Après la tripartite, il y a eu le président zimbabwéen qui était ici. Oui. Et puis le président de la République était également en Zambie. Oui. Et nous sommes à l'attente du secrétaire général de l'ONU et du président de la Commission de l'Union africaine. Quel sens donnez-vous à ce ballet diplomatique? Ça veut dire que le monde s'inquiète. Le monde s'inquiète sérieusement. Peut-être que nous sommes dans les pays, nous ne pouvons pas être à la fois au four et au moulin. Ceux qui nous regardent de l'extérieur se rendent compte que ce pays est au bord de l'implosion. C'est pourquoi la communauté internationale utilise d'abord les leviers régionaux, les leviers le plus de proximité pour transmettre le même message au président Kabila. Le moment est venu de partir. Ce n'est pas une victoire diplomatique comme on clame certains. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, ok? Nous constatons une chose. Il y a eu le président Sassou qui est venu avec le président angolais. C'était d'abord le premier volet. Le président Kabila est parti en Zambie. Oui. Il est revenu. Le président zimbabwéen est venu le rencontrer. Le président de la Zambie est parti voir l'actuel président de l'Union africaine, le président rwandais. Tout ça pour un même pays. Et en un laps de temps très court. Ça ne s'est pas fait avant. Quelle diplomatie? Si c'était une victoire diplomatique, on aurait pu les transmettre à nos ambassades qui étaient dans les pays concernés. On aurait pu les transmettre à notre ministre des Affaires étrangères. Non, ça, ce sont des rencontres au sommet. Ce sont des rencontres au sommet. On transmet un message personnel et direct au président de la République par ses homologues présidents de la République, mais qui ont un ascendant réel sur lui et sur la région et qui surtout seront concernés par les conséquences de son entêtement si jamais aujourd'hui il fait dérailler les processus d'alternance. C'est une diplomatie préventive. C'est de la diplomatie préventive. Elle a aussi eu lieu en Libye auprès du président Kadhafi. Je ne crois pas que beaucoup de Libyens... Est-ce que le contexte est le même? Le contexte est toujours le même dans une mesure où vous avez une population ulcérée, révoltée, déterminée en même temps, mais dont les élans de colère et de violence sont calmés et canalisés par le comité laïque de coordination. Et nous devons aujourd'hui remercier Dieu que le comité laïque de coordination ainsi que les évêques aient pris en charge la manifestation de l'élan de la colère du peuple. Parce que depuis longtemps, nous aurions basculé dans l'indicible. Et il faut, et j'insiste là-dessus, nous devons rester non violents. Nous devons rester non violents parce que c'est la seule voie qui aujourd'hui permet au monde entier d'écouter le Congo. Voilà, cela se met en images. Regardons d'abord ces images par rapport à ces ballets diplomatiques. Amis téléspectateurs, nous sommes en train de vous dire que vous avez suivi sur vos petits... Arrivé à Kinshasa par l'aéroport international de Njili en début de la matinée de ce jeudi, le Gabonais Ali Bongo, accueilli par les présidents de l'Assemblée nationale, s'est dirigé au centre-ville. Le numéro 1 gabonais s'est incliné devant le mausolée du héros national Laurent Désiré Kabila avant de rejoindre le palais de la nation pour un tête-à-tête avec le Congolais Joseph Kabila pendant près de 4 heures de temps. Au sortir de ces pourparlers entre les deux chefs d'État, un communiqué final a été rendu public. Cette visite a principalement porté sur la coopération bilatérale entre la RDC et le Gabon, deux États membres de la sous-région de l'Afrique centrale.
Ali Bongo et Joseph Kabila ont abordé les questions sécuritaires, humanitaires et du processus électoral dans les deux pays. Les deux chefs d'État ont pris la résolution d'œuvrer pour la paix dans la sous-région. Ali Bongo a salué les efforts congolais pour l'aboutissement du processus de paix et électoral, lequel est irréversible selon Joseph Kabila Kabange. Les présidents des deux États ont appelé les acteurs politiques et de la société civile de leurs pays respectifs à se mobiliser pour les élections apaisées en vue dans les deux pays. La RDC et le Gabon tiennent à renforcer l'amitié par une commission mixte. Le président gabonais, contesté par l'opposition de son pays après sa dernière élection, visite la RDC à 10 mois de la tenue des élections où le président congolais Joseph Kabila ne prendra pas part parce que arrivé fin mandat selon la constitution de la République démocratique du Congo. Oui, Maître Hervé Diakessé, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que ces hôtes de marque viennent auprès de Joseph Kabila pour lui adresser des mises en garde de la communauté internationale? Je suis du même avis que cela, effectivement. Bon, écoutez, la Kabylie peut se gargariser, présenter ça en victoire diplomatique comme ils entendent. La diplomatie, c'est quoi? La diplomatie, c'est la manière dont un État mène ses relations avec l'étranger. C'est tout. Ces relations peuvent être des relations fructueuses, d'affaires, d'économie, culturelles, etc. Ou elles peuvent aussi être des relations tumultueuses. Et nous sommes aujourd'hui dans une logique où notre pays, de par sa position géographique et géostratégique, ne peut pas laisser indifférent aujourd'hui. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on puisse rencontrer Joseph Kabila en tant que président de la République pour, au plus haut niveau, lui transmettre des messages qui de plus en plus sont pressants. Des messages pour lui dire que l'impasse dans laquelle il veut amener les processus électoraux et les processus d'alternance ne pourra pas aboutir et qu'il a intérêt à se préparer une sortie. Comme ils peuvent aussi venir pour lui apporter leur soutien. Oui, mais écoutez... ça va de pair. Les soutiens en quoi? En lui disant quoi? Organiser les élections? Tous les communiqués officiels. Vous avez suivi un seul communiqué officiel qui dit... écoutez, le président Kabila peut rester autant qu'il veut tant que les élections ne sont pas organisées. Aucun. Tous les communiqués vous disent le 23 décembre. On ne peut pas dépasser cette échéance. Donc le seul soutien qu'on lui accorde, c'est le soutien à organiser les élections le 23 décembre. Le 23 décembre et à ne pas en être l'obstacle. Alors vous, l'opposition, vous devez d'ailleurs vous pencher vers cette date. Je l'ai répété tout à l'heure. Le processus, ce n'est pas le 23 décembre. Le processus commence déjà maintenant. Le processus, c'est la décrispation. Il faut que les gens qui veulent être candidats reviennent dans les pays. Il faut que les exilés reviennent. Il faut que ceux qu'on a arrêtés injustement soient dehors. Il faut que les gens soient capables. Écoutez, vous avez dit que dans ces pays, vous avez 154 points de départ. Donc, on ne peut pas savoir d'où vous partez, donc on doit vous tuer. Mais quand on va organiser la campagne électorale, il y aura combien de points de départ? On aura quelle police? La même, qui tuera aussi. Ça n'a pas de sens. Non, mais il ne faudrait pas comparer une campagne électorale à une marche. Mais attendez, c'est exactement le même. Les arguments pour lesquels on interdit les marches, c'est quoi? C'est qu'on dit la police n'a pas assez de moyens pour encadrer autant de mouvements. Quand vous aurez 10 000 candidats, prenons juste la ville de Kinshasa, vous aurez autant de moyens pour encadrer autant de mouvements? C'est un non-sens. C'est juste des prétextes, des arguties, des subterfuges pour s'autoriser aujourd'hui à taire toute voix qui conteste l'installation d'une dictature insidieuse. La réalité est que la Kabylie avait espéré instrumentaliser la Cinco en s'autorisant une prolongation d'une année au-delà du mandat électoral, ce qu'ils avaient pu obtenir, et en s'en autorisant un autre, en permettant à la CENI de toujours nous donner des arguments pour prolonger les processus. Aujourd'hui, ils sont pris dans leur propre piège. Il n'y a plus de débat pour savoir qui doit être Premier ministre. La population n'en a rien à faire. Il n'y a plus de débat de savoir ce qui quitte quel camp. On dit, ok, décrispation, que les gens s'assument. Les élections. Il faut l'alternance. Et alors, quel est votre point de vue par rapport à la position du président du Botswana, qui a démontré publiquement sa position critique contre le pouvoir en place? Je m'attendais à ce que les kabylistes parlent aussi d'une victoire de leur diplomatie. Moi, j'ai été fier
qu'un État africain, pour la première fois, je crois que c'est historique, ce communiqué sera retenu dans les livres d'histoire, qu'un État africain ait publiquement élevé la voix pour dire que le président Kabila, président d'un pays membre de la SADC, n'a pas respecté la constitution de son pays, n'a pas respecté les accords, n'a même pas respecté le principe régissant la SADC, et qu'il faut exercer sur lui toutes les pressions possibles afin qu'il puisse s'engager. Fallait-il le faire publiquement? Oui. C'est qu'a dénoncé même le ministre des Affaires étrangères. Des fois, on regarde, au lieu de regarder la lune, on regarde le doigt. Okay? Il peut dénoncer tout ce qu'il veut, le ministre des Affaires étrangères. Je suis certain que lorsqu'on en arrive à dénoncer publiquement, c'est qu'on a épuisé toutes les voies internes. Mais qui on n'a pas réussi dans ces pays? Guterres viendra bientôt. Mais avant Guterres, Ban Ki-moon n'était pas venu. Avant, Nikki Haley n'est pas venu. Est-ce que le président de la République n'a pas rencontré les papes? Les nonces apostoliques n'a jamais eu à faire des déclarations. Le monde entier parle du Congo. Il faut changer des tactiques. Et vous avez toujours une clique d'individus qui pensent avoir le monopole de la vérité. Tout ce que les autres disent, c'est des erreurs. Même lorsqu'on met le doigt sur leur propre turpitude, ils disent qu'il ne fallait pas les dire comme ça. Donc pour eux, tout ce qu'ils font est bien. Il peut aujourd'hui dans ces pays pleuvoir et que toute la ville est inondée, ils vous diront ce n'est pas grave, même aux États-Unis il pleut. Sauf qu'aux États-Unis on reloge sa population, on indemnise, les assurances fonctionnent et après on reconstruit. Ce n'est pas le cas ici. Mais si vous le dites, alors nous sommes souverains, nous n'avons pas à copier les États-Unis d'Amérique. Donc ça c'est ce qu'on peut appeler justement ce que Mouzé Kabila disait. C'est ça le conglomérat d'opportunisme et de l'aventurisme politique. Et ça doit cesser. Venons-en à la machine à voter, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure. Ensuite, d'abord cet élément, et nous allons revenir sur ce plateau. Encore et toujours, le processus électoral et son innovation, à savoir la machine à voter au cœur des échanges entre la CENI et la délégation de l'Alternance pour la République, c'est mardi 27 février. Les deux parties ont mis presque 2 heures de discussion avant évidemment d'expérimenter le fonctionnement de la machine à voter et de visiter les centres nationaux de traitement où s'effectue présentement le traitement et la consolidation des données en rapport avec l'opération d'enrôlement des électeurs. L'Alternance pour la République s'est dit non partisans de l'emploi de la machine à voter au scrutin du 23 décembre. Dans le processus électoral, on peut toujours apporter des innovations. Cependant, nous considérons qu'en l'état actuel de notre pays, les difficultés de notre population pour pouvoir s'approprier cette innovation, l'absence d'un protocole assez rigoureux pour les tests et la validation de cette machine, le temps que nous avons pour aller au scrutin, nous ne sommes pas partisans du déploiement de la machine à voter au cours des scrutins à venir. Nous avons fait savoir nos préoccupations au président de la CENI, à la plénière de la CENI, en indiquant clairement notre préférence pour le vote à bulletin papier. Corneille Nangaa, quant à lui, d'indiquer que la centrale électorale reste ouverte aux avis et considérations de chaque parti. Les élections, c'est le 23 décembre prochain. C'est l'occasion d'expliquer, d'échanger avec ces regroupements politiques. Et c'était aussi l'occasion de remercier ces regroupements politiques parce que quelque part, 46 millions d'électeurs, nous avons un résultat aujourd'hui. Je pense que leurs critiques, leurs avis, leurs suggestions auront été pour beaucoup pour qu'on atteigne ces résultats. Notez que la CENI poursuit avec les concertations avec les formations et regroupements politiques sur la machine à voter et le processus électoral. Oui, maître Hervé Diakessé, nous revenons sur ce plateau des semaines en images. Vous êtes contre la machine à voter, vous aussi, du côté du mouvement citoyen, le Congolais debout. Je vais vous dire pourquoi. Ouais. Premièrement, la première fois où on en a entendu parler, c'était au cours d'une réunion secrète au Kempinski, où on a eu des échanges audio dans lesquels on entendait bien que les kabylistes, et au plus haut sommet, étaient en train de vanter la manière dont Corneille Nangaa est parvenu à bluffer les gens au sujet de sa machine.
Et très vite, on est parti par la loi, leur pseudo-loi électorale qui aurait dû être une loi de répartition des sièges. Mais par après, pourquoi je suis contre cette machine à voter? Parce que la loi électorale elle-même avait dit que pour les scrutins, comme celles que nous préparons, comme ceux que nous préparons plutôt, s'agissant des scrutins, il ne devrait pas être fait usage de vote électronique. Et tout à coup, vous vous rendez compte que ces gens essaye d'abrutir toute une population en nous disant en réalité la machine à voter n'est pas du vote électronique, c'est une simple imprimante. Alors même que dans leur propre chronogramme, point 38-39, vous avez parlé notamment du calendrier, il n'est fait nulle part mention de cette machine, mais il est fait mention de l'impression, déploiement à travers le hub des bulletins de vote. Qu'est-ce qui leur fait autant peur à s'accrocher à quelque chose dont la population ne veut pas et qui ne donne aucune garantie? Et j'en termine. Le ministre des Affaires étrangères est parti lors d'une réunion spéciale convoquée aux Nations Unies et l'ambassadrice Nikki Haley leur a dit, mais pourquoi une technologie qui n'est même pas maîtrisée par votre population et qui dans le contexte actuel ne sera que sujet à des problèmes, vous tenez absolument à l'utiliser, c'est extrêmement hasardeux. Et alors, et avec périlleux. ce climat de contestation, est-ce qu'on pourra aller aux élections le 23 décembre 2018? Mais écoutez, l'histoire nous le dira. Contrairement à tout ce qu'il crie, la Kabylie ne veut pas d'élections ou veut des élections totalement truquées et tronquées. Et ce qu'il faut comprendre, les élections en elles-mêmes ne sont pas le problème. C'est l'acceptation des résultats. Et là, alors, ces contestations, on a comme l'impression que ça arrange la majorité. Mais c'est leur stratégie. Ouais. C'est leur stratégie. Il n'y a aucune chose à tirer à longueur lorsqu'on vous dit, écoutez, on ne veut pas de cette machine à voter. On n'en veut pas. Mais allons aux élections à la loyale. On ne veut pas. Ce que nous ne comprenons pas, pourquoi on parle d'élections? Les élections ne sont pas la panacée en elles-mêmes. C'est l'état de droit, c'est l'alternance. C'est les principes républicains. C'est qu'un pays n'appartienne pas à une clique d'individus ou à un groupe politique, mais que le pays respecte le pacte républicain qui est dans la Constitution. Vous prenez toutes les situations les plus récentes concernant l'Afrique, qui ont fait l'objet des poursuites devant la Cour pénale internationale, concernent des massacres liés aux crises post-électorales. La Côte d'Ivoire en est un cas, le Kenya en était un cas. Donc il ne faut pas juste... Si le monde entier s'épanche sur notre pays, c'est parce que tout le monde sait que cette partie dans laquelle nous entrons dans les cyclones. Alors, quelle est, selon vous, la voie de sortie de cette crise de confiance autour de la machine à voter? Écoutez, c'est très simple. Arrêtez avec la machine à voter. Faites revenir les exilés. Faites sortir les prisonniers politiques. Fang Diongo, Muyambo, j'ai dit en passant, cette manière tout à fait inhumaine et humiliante d'avoir laissé entendre qu'on pouvait faire sortir Muyambo et Diongo, des gens qui sont déjà en prison. On a même déplacé leurs affaires. Et puis après, on s'oppose. C'est vraiment ce qu'on appelle de la torture morale. Il faut être inhumain pour en arriver là, pour faire ça à son prochain. Donc, la seule chose, c'est ce que les laïcs demandent. Décrisper, faites venir les gens, qu'ils se battent à la loyale. C'est là où vous comprendrez que c'est en face qu'ils ont peur des élections. La population veut en finir. Mais moi, la chose qui me fait le plus peur, mais je pense qu'au plus haut sommet, on est parvenu à expliquer au président Kabila, c'est que le pourrissement ne profitera pas à la Kabylie, contrairement à ce qu'il croit. Ça ne retardera pas. Aujourd'hui, personne n'acceptera, à aucun niveau que ce soit, que Joseph Kabila soit là au-delà du 23 décembre, avec ou sans élection. Ça deviendra très compliqué pour lui. Et je suis sûr qu'il a reçu des messages dans ce sens. Merci, Maître Hervé Diakessé. Je rappelle que vous êtes porte-parole du mouvement citoyen Les Congolais debout, mouvement initié par Syndicat Dokolo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi et j'espère que je serai toujours ici avec grand plaisir. Nos portes vous sont grandement ouvertes. Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Semaine en Images. Nous retrouvons les dimanches prochains. Au revoir.